Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. 20 ans après le dernier sommet de la PEC, la République de Corée accueille de nouveau les dirigeants de la région Asie-Pacifique dans un contexte particulièrement complexe. D'un côté, les possibilités en apparence infinies offertes par l'intelligence artificielle. De l'autre, la montée du protectionnisme commercial qui semble parfois inévitable. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, l'escalade des barrières tarifaires et la recomposition des chaînes d'approvisionnement témoignent d'une mondialisation en profonde mutation. La région Asie-Pacifique, qui représente plus de 60% du PIB mondial, se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Ding Yifan, économiste et professeur à l'Institut de gouvernance mondiale et de développement de l'Université Renmin de Chine, ainsi que Mme Yu Jia, professeure à l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Beijing, pour analyser ensemble ce sommet de la PEC 2025, placé sous le thème « Créer ensemble un avenir durable ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, 20 ans après, la République de Corée accueille de nouveau le sommet de la PEC. Monsieur Ding, selon vous, qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis 2005 ? Oh, le temps passe vite, mais en fait, depuis qu'on a créé ce plateforme, ce cadre de coopération dans la région Asie-Pacifique, il y a un grand changement intervenu dans la région. Déjà précédemment, la région Pacifique a été la région la plus dynamique de développement économique dans toute l'économie mondiale. Mais depuis qu'on a créé ce mécanisme de coopération et ce cadre de régulation de la coopération économique, et la part de la région Asie-Pacifique dans l'économie mondiale a augmenté. Il est passé de 50% à 60% aujourd'hui. Et du point de vue du commerce international, la région Asie-Pacifique représente une très grande partie du commerce international, représentant plus de la moitié du commerce international dans le monde. C'est quelque chose de très important. En dehors de cette coopération économique, la région Asie-Pacifique par ce plateforme de l'Organisation de coopération de région Asie-Pacifique, beaucoup de choses se sont passées. Il y a des régulations, donc de coopération pour la régulation de l'économie numérique. Il y a des protocoles et des accords qui sont parvenus parmi les pays membres de la PEC sur la réduction de la pauvreté, etc., sur la promotion de l'investissement, etc. Donc en fait, il y a des liens de coopération constituée par la construction d'une chaîne d'environnement. C'est en fait la chaîne d'environnement la plus solide de toutes ces économies du monde, en comparaison avec la zone d'environnement de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, face aux tensions commerciales sino-américaines, à la réorganisation des chaînes de valeur et à la recomposition régionale, pensez-vous que le rôle de la PEC doit être changé ? Oh non, au contraire, je pense que le rôle de la PEC est critique et crucial pour maintenir le cadre de coopération. En fait, le conflit et la confrontation entre la Chine et les États-Unis est dû principalement à des facteurs géopolitiques. Ce n'est pas parce que, économiquement parlant, les États-Unis n'avaient pas bénéficié autant de cette coopération de la région. Au contraire, la Chine, les États-Unis ont tiré beaucoup de profit de cette région Asie-Pacifique. C'est pour des raisons de conflits géopolitiques. Les États-Unis ont renforcé leur coopération, où les États-Unis ont essayé de créer des barrières au sein même de la PEC. En particulier, les États-Unis ont voulu introduire une espèce de rivalité entre la Chine et les États-Unis, mais grâce à la PEC, d'une certaine manière, parce qu'au sein même de la PEC, vous avez des mécanismes de coopération, des commissions, des subcomités, etc., qui essaient de définir des règles
dans la région. Donc ces règlements de détail aident à calmer un peu la confrontation ou le conflit entre la Chine et les États-Unis. Tout de même, je pense que l'APEC est un cadre ou est une plateforme qui contribue un peu à la réduction de la tension dans cette région entre les États-Unis et la Chine. Le thème du sommet de cette année est créer ensemble un avenir durable qui repose sur 3 piliers: connexion, innovation et prospérité. Madame Yu, selon vous, lequel vous semble le plus difficile à concrétiser dans le contexte actuel? Oui, je pense que parmi les 3 piliers du sommet de l'APEC, comme connexion, innovation et prospérité, et c'est la prospérité partagée qui semble le plus difficile à concrétiser dans le contexte actuel. Et si les 2 premiers objectifs reposent sur des outils techniques ou des partenaires sectoriels comme infrastructure numérique ou bien énergie propre, mais la prospérité implique de réconcilier des intérêts économiques, sociaux et politiques, souvent divergents au sein d'une région extrêmement hétérogène. Et l'Asie-Pacifique regroupe des économies aussi dissemblables que les États-Unis, la Chine, des États insulaires du Pacifique ou des pays en développement d'Asie du Sud-Est. Et les inégalités structurelles comme accès au marché et ressources naturelles et niveau de développement technologique ou social rendent complexe la mise en œuvre de politiques inclusives. Et par ailleurs, les tensions géopolitiques et les tendances protectionnistes comme les tarifs minent la coopération nécessaire pour une croissance équitable. Et de plus, la prospérité durable exige de concilier croissance économique et justice sociale, notamment en soutenant les petites économies et les populations vulnérables. Et enfin, les crises climatiques et sanitaires ont accru les inégalités et rendant plus urgent, mais aussi plus complexe, l'accès universel aux bénéfices de la mondialisation. Et ainsi, sans une volonté politique forte pour aligner les politiques commerciales, sociales et environnementales autour d'objectifs communs et non compétitifs, la prospérité partagée restera un défi majeur malgré les avancées en matière de connexion ou d'innovation. Et Monsieur Ting, pour vous, quels sont les plus grands défis à relever aujourd'hui au l'APEC? En fait, le plus grand défi, c'est la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Si on regardait, si on jette un regard derrière, durant une vingtaine d'années, une trentaine d'années de coopération dans la région, eh bien, c'est la coopération entre la Chine et les États-Unis qui était le plus grand moteur du développement de la région, de toute la région Asie-Pacifique. Et maintenant, les États-Unis se sentent menacés par le rattrapage de la Chine. En fait, c'était ça qui a rendu les relations de plus en plus difficiles, qui a rendu les stratégistes américains, y compris les hommes politiques américains, un peu nerveux face au rattrapage de la Chine. Et donc il faut créer des liens qui pourraient contribuer aussi à la stabilisation de ces relations. Je pense que selon les déclarations récentes du président Trump ou des intellectuels américains, ils ont contribué à publier beaucoup d'articles dans la presse importante, dans Washington Post, dans New York Times, etc. Dans ce genre de grands journaux, on voit apparaître des articles, des commentaires qui sont beaucoup plus positifs sur les relations entre la Chine et les États-Unis, et aussi des avertissements contre une intervention plus active des États-Unis militairement dans la région. Et tout cela démontre que finalement, il y a de plus en plus d'Américains, y compris des stratégistes américains, qui sont conscients
que finalement, une espèce de confrontation avec la Chine ne pourrait pas résoudre le problème intérieur des États-Unis. Au contraire, ça va exercer une pression plus forte. Et si on regarde le dernier résultat de la négociation des représentants chinois-américains pour les disputes commerciaux, etc., il semblerait qu'ils sont prêts à faire des concessions pour aboutir à des résultats positifs, pour relever, par exemple, des barrières tarifaires et pour aussi relever aussi une espèce d'interdiction et de sanction de l'exportation chinoise d'élémentaires rares, etc. Et je pense que la finalité est en train de se préparer pour la dernière rencontre. Une espèce d'amélioration des relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis serait une bonne nouvelle pour le monde, pour l'économie mondiale. Je pense que les autres pays accueilleront un radoucissement des relations entre la Chine et les États-Unis. Si on voit la réaction des marchés de bourse en Europe, au Japon, etc., on voit déjà une réaction plutôt positive. Si vous regardez l'importance des États-Unis à l'importance de la Chine dans toute la région Asie-Pacifique, c'est énorme, c'est énorme. Je pense que si, disons, les relations vont se stabiliser entre les deux plus grandes économies du monde, toute la région en bénéficie. Et on constate aussi aujourd'hui une croissance de méfiance entre États. Dans ce cas-là, pensez-vous comment on peut construire construire une espèce de confiance mutuelle, etc. Oui, c'est un problème éternel dans la société internationale. De créer un cadre de confiance mutuelle entre les États, entre les pays, etc. Mais il n'y a pas que la région Asie-Pacifique. Partout dans le monde, il y a un manque de confiance mutuelle qui crée une tension, qui crée des conflits armés quelquefois. Mais je pense que dans cette région-là, en fait, le plus important, c'est de créer le dialogue. Le dialogue, la plateforme APEC, est une plateforme nécessaire pour que les États-Unis et la Chine maintiennent le dialogue. Les dirigeants des deux pays tiennent beaucoup à ce cadre de dialogue, le dialogue formel et le dialogue multilatéral, car dans la région, il y a d'autres économies très importantes. Je pense que l'APEC est très important pour maintenir ce lien de dialogue. Et l'intelligence artificielle est au centre de ce sommet. Mais aujourd'hui, les divergences concernant les normes techniques, la sécurité des données et l'éthique risquent de créer un fossé numérique. Monsieur Ding, d'après vous, comment l'APEC peut-elle éviter cette fracture? En fait, oui, c'est toujours la confiance mutuelle. C'est la confiance mutuelle. Car ce qui importe dans le développement de l'intelligence artificielle, en dépit de la concurrence, car qu'il y a nécessairement une concurrence essentiellement entre la Chine et les États-Unis, car les États-Unis et la Chine sont les deux pays où on voit émerger aujourd'hui de différentes grandes sociétés commerciales qui travaillent sur la technologie de l'intelligence artificielle. Qui les autres pays ou les autres économies ont laissé derrière de grandes distances, les différencies. Mais le problème, dans le cadre de l'APEC, est de discuter l'éthique, comme vous dites, l'éthique de l'intelligence artificielle. Car il y a, comme dans toutes les nouvelles technologies, il y a lieu d'ajouter le facteur moral. Car si les nouvelles technologies
ne sont pas contrôlées sur le plan de l'éthique, sur le plan moral, eh bien, ça risque de dérailler et de conduire l'humanité vers des questions dangereuses quelquefois. En particulier l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle tend à remplacer l'être humain, mais si elle n'est pas bien contrôlée du point de vue éthique, s'il n'a pas une bonne morale, un comportement convenable à la moralité humaine, ça va être désastreux. Catastrophique même. Et l'intelligence artificielle est souvent considérée comme un moteur d'innovation énergétique, mais elle reste quand même très gourmande en énergie. Madame Yu, selon vous, comment les entreprises peuvent-elles concilier développement de l'intelligence artificielle et objectifs bas carbone? Oui, et en effet, les entreprises peuvent concilier le développement de l'intelligence artificielle et les objectifs bas carbone. Et d'abord, les entreprises doivent optimiser l'efficacité énergétique des systèmes d'IA en utilisant des algorithmes plus légers, et des processus spécialisés et des centres de données dotés de technologies ou de refroidissement innovantes. Et ensuite, il est essentiel d'alimenter ces infrastructures avec des énergies renouvelables en signant des contrats d'achat d'électricité verte ou en intégrant des micro-réseaux solaires ou éoliennes. Dans ce cadre, la coopération régionale technologique est très importante. Les échanges technologiques permettent d'accélérer l'accès à des innovations clés, et comme les modèles d'IA économes ou les solutions de stockage d'énergie. Des partenariats entre États, universités et les secteurs privés peuvent aussi financer des recherches sur d'IA durable. Et enfin, un dialogue structuré entre gouvernements, entreprises et chercheurs au sein de forums comme l'APEC peut aider à aligner les réglementations et les incitations, créant un environnement favorable où la croissance de l'IA s'inscrit naturellement dans une stratégie bas carbone partagée. Et selon les prévisions, les exportations de la région Asie-Pacifique devraient connaître un ralentissement marqué en 2025. Alors, dans un contexte de protectionnisme croissant et de guerre tarifaire persistante, M. Ding, l'APEC pourrait-elle inverser cette tendance? Oh, je n'en suis pas tellement sûr, car les règles de l'APEC et le consensus. Il y a une espèce de consensus. Les règlements de l'APEC ne sont pas strictes. Il n'y a pas de règles complètement obligeantes, etc. Donc, si les pays membres ne respectent pas le consensus déjà arrivé, l'organisation n'y peut rien. Donc, il n'y a pas de règlement complètement obligatoire dans cette organisation, sur cette plateforme, etc. Mais tout de même, en fait, la plupart des pays de l'APEC, donc de la région, ont compris que finalement, sans une coopération avec la Chine est devenue le moteur de cette région et du monde aussi. Car si on regarde l'évolution depuis la crise de 2008, la Chine contribue toujours à peu près un tiers de la croissance du monde. Et dans cette région-là, encore plus. Donc, de ce point de vue, je pense que, d'autant plus que la Chine est le plus grand producteur des équipements de l'énergie renouvelable, alors que tous les pays membres de l'APEC, ils ont besoin de faire installer des équipements de production de l'énergie renouvelable. Donc, ils s'appuient sur l'approvisionnement de Chine pour résoudre le problème, pour créer un secteur de l'énergie renouvelable durable. De ce point de vue, je pense qu'ils ont intérêt à coopérer avec la Chine. Seuls les États-Unis dépendaient aussi beaucoup de l'approvisionnement chinois des équipements renouvelables. Seulement
la confrontation ou les considérations géopolitiques commencent à emporter aux États-Unis, si bien que finalement, depuis Biden et le deuxième mandat du président Trump, les États-Unis commencent à créer des barrières de l'importation des équipements de l'énergie renouvelable aux États-Unis. Et je pense qu'ils n'ont même pas les moyens d'accomplir les objectifs qu'ils avaient promis au moment de l'accord de Paris, au moment des objectifs que les États-Unis avaient pris vis-à-vis des objectifs de développement durable à l'échéance de 2030 par les Nations Unies. En plus des énergies nouvelles, y a-t-il d'autres domaines qui pourraient constituer des leviers, par exemple le commerce numérique, les chaînes d'approvisionnement ou encore les systèmes de paiement régionaux? Cela dépend ce n'est pas dans le cadre de l'APEC, car à part l'APEC, il y a beaucoup de mécanismes de coopération dans la région, en particulier RCEP, le mécanisme de coopération entre les pays de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, RCEP, c'est en français, mais c'est une abréviation anglaise. RCEP, donc RCEP, est aussi un mécanisme de coopération plus efficace dans le domaine du commerce libre ou de free trade. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Heureusement, les États-Unis ne sont pas dans le coup, dans le jeu. Du coup, il y a encore beaucoup plus de coopération. Et à part ça, entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, il y a aussi une espèce de coopération pour promouvoir une chaîne d'approvisionnement plus solide et plus résiliente. Et là aussi, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'APEC est avant tout une plateforme asiatique, mais son influence dépasse largement la région. Comment voyez-vous son impact sur ses partenaires extérieurs ou bien sur les entreprises qui sont implantées sur le marché chinois ou bien qui ont profondément engagé dans l'économie chinoise? En fait, oui, l'APEC a été initiée d'abord par des petites entités économiques de la région, surtout de la région Pacifique, les îles ou les petites économies de l'océan Pacifique. Ça a commencé par ça là. Mais bien sûr, avec le soutien à la fin de grandes économies comme la Chine, le Japon, les États-Unis, etc., l'APEC est devenu un cadre de négociation et de discussion, de dialogue très importante. Donc tout cela, il y a une évolution de l'APEC, de l'organisation, etc. Dans l'avenir, ça va continuer. D'abord, la coopération des membres de l'APEC contribue à constituer une espèce de chaîne d'approvisionnement en dépit des États-Unis qui veulent un peu déconstruire les liens d'approvisionnement, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi. Il suffit de regarder le pourcentage du commerce international des États-Unis avec la Chine, avec la région de l'Asie orientale, pour se rendre compte de l'importance de cette coopération et de l'APEC, bien sûr. Il y a ça, mais aussi, comme les entreprises multinationales sont impliquées, les entreprises multinationales d'origine européenne ou d'origine américaine ont massivement investi dans cette région du monde. Donc, forcément, les actions et même le niveau de croissance de cette région a des impacts sur ces entreprises multinationales et en conséquence sur le marché des capitaux de leurs pays respectifs, de l'Europe, des États-Unis. Si vous regardez, par exemple, si tout va bien ici, dans la région Pacifique,
On voit les actions de ces entreprises monter à Londres, à Paris ou à New York, parce que ça va bien et leur profit augmente dans cette région du monde et ça fait augmenter les prix de leurs actions sur le marché européen et sur le marché américain. Madame Yu, quelle est selon vous la plus grande réussite de la PEC si on analyse son développement au cours des dernières décennies? Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout à l'heure professeur Ding a mentionné. Et pour moi, la plus grande réussite de l'APEC réside dans son rôle unique de plateforme de dialogue entre les pays d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Océanie, et permettant de prévenir les tensions commerciales et de renforcer la coopération économique dans un contexte géopolitique parfois très tendu. Et cette capacité à maintenir un espace de concertation ouvert et inclusive, malgré les divergences politiques, constitue sans doute son plus grand succès. Et l'APEC a joué un rôle clé dans la facilitation des échanges grâce à des réformes concrètes, par exemple simplification des procédures douanières, harmonisation des normes, et soutien aux petites et moyennes entreprises et promotion du commerce numérique. Et elle a également anticipé les défis émergents comme la transition verte et la résilience des chaînes d'approvisionnement en intégrant des objectifs de développement durable dans ses priorités. Et donc, l'APEC a contribué à des décennies de croissance et de stabilité en Asie-Pacifique, faisant de cette région le moteur de l'économie mondiale. Et Monsieur Ding, comment voyez-vous la réussite de l'APEC? Oui, l'APEC a été conçue comme une plateforme économique, un cadre de discussion, d'arrangement de politique économique dans la région. Et de ce fait, l'APEC a réussi à écarter les conflits politiques, géopolitiques, etc., pour maintenir son rôle d'unir les efforts de tous les membres de l'APEC pour coordonner leur politique économique, pour arranger les conflits commerciaux dans la région, etc. Et de ce point de vue, l'APEC a joué un rôle positif. En dépit de leurs différences politiques, de leurs conflits géopolitiques, etc., l'APEC a réussi à maintenir le dynamisme de développement économique dans la région. L'APEC a offert une plateforme de dialogue et de négociation en dépit de tous les conflits et de toutes les différences de ses membres de cette organisation. Et enfin, comment envisagez-vous l'avenir de la région Asie-Pacifique? Je pense que, puisque l'expérience a démontré l'importance de ce mécanisme et de cette plateforme, tout le monde a intérêt à maintenir ce plateforme et à y ajouter de nouveaux éléments pour rendre cette plateforme plus solide, plus résilient et plus riche en contenu. Et vous, Madame Yu, comment voyez-vous l'avenir de la région Asie-Pacifique? Oui, je pense que nous devons aborder ce sommet avec une volonté pragmatique de conciliation en cherchant des terrains d'entente concrets comme la transition énergétique et la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Et l'avenir de la région Asie-Pacifique dépendra de sa capacité à forger une prospérité résiliente et inclusive où l'innovation et la connectivité ne bénéficient pas seulement à quelques-uns, mais où leurs retombées sont partagées pour stabiliser l'ensemble de la région face aux défis globaux. Merci Madame Yu et Monsieur Ding d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.